Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc, aujourd'hui, on est avec Madame Lucie Mandeville, qui est l'invitée de notre animateur Patrick Vezin. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation gracieusement pour les membres de l'association et également les sympathisants avec l'association du développement des arts martiaux adaptés, dont la mission principale est la promotion de l'inclusion et d'une société juste et équitable. Je te laisse la parole, Patrick. Merci. Est-ce que tu pourrais quand même, s'il te plaît, nous expliquer un petit peu pourquoi, étant donné que c'est une association spéciale, comment ça se fait que tout d'un coup, on se retrouve avec une psychologue qui est Lucie Mandeville? Donc, juste peut-être préciser l'intention qui déborde peut-être simplement la mission première de l'association, s'il te plaît. Tout à fait. En fait, on fait beaucoup affaire avec des spécialistes tels que des psychologues, des intervenants qui sont des personnes ressources de première ligne auprès de la clientèle avec laquelle on fait affaire. Mais comme je parlais tantôt, juste avant le début de la conférence, on s'est rendu compte tout au long de notre cheminement que tout le monde finalement a des besoins particuliers. Et on le voit, d'ailleurs le thème de notre rencontre l'exprime très bien, être ou ne pas être au cœur de la crise. Donc, on est dans une situation existentielle dans laquelle toutes les personnes ont besoin de retrouver une échappatoire de cette déprime collective qui s'abat sur pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde. Et je pense que chaque nation a ses propres outils aussi et ses propres caractéristiques pour passer à travers cette situation. Nous, comme association, on veut faire notre part des choses et donner une opportunité, un point de vue et des solutions pour que nos membres puissent passer à travers la pandémie et surtout les effets néfastes de la COVID-19. OK. Merci beaucoup, Mohamed. Bienvenue. Je vais prendre quelques instants pour me présenter brièvement, étant donné que le focus est sur Lucie Mandeville et non pas sur Patrick Vezin. Donc, au départ, je suis judoka de formation, 6e dan. Donc, c'est pour ça que j'ai un intérêt aussi pour l'association Adama, dans laquelle je m'implique aussi pour aider les professeurs ou entraîneurs, puis en même temps partager ma compétence, non seulement de judoka, mais j'ai une autre compétence, c'est-à-dire que j'ai une formation à l'origine de professeur de yoga. Donc, je donne des formations sur la gestion du stress, méditation, technique de respiration, etc. Donc, mon intérêt dans l'intervention que j'ai avec Adama, c'est surtout pour aider, outiller les entraîneurs et les professeurs pour aider du mieux qu'ils peuvent, évidemment, en ayant des outils très, très simples. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur cette mission. Et bon, je suis évidemment très content que Lucie ait accepté ce matin. Donc, je ne veux pas nécessairement prendre de mon temps pour continuer à me présenter, parce que l'important, c'est d'avoir le plus de temps avec Lucie Mandeville. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui se passe en arrière. Donc, ce n'est pas grave. Merci. Bon, merci. Le son est coupé. Donc, petit imprévu, mais bon, qui fait partie parfois des Zooms. Alors, ben voilà, je lance la balle à Lucie. Le titre, donc au départ, c'est être ou ne pas être dans cette crise. Il y avait des sous-titres ensuite, donc j'en profiterai en cours de route pour la relancer dans les autres thématiques qui viennent avec. Mais je vais d'abord demander à Lucie, au lieu que je le fasse en lisant ce qu'elle m'avait envoyé, là, peut-être de se présenter très, très brièvement. Et ensuite, ben, j'aurai le droit à la première question envers Lucie.
important, si vous avez des questions à poser, il y a le chat. Donc, n'hésitez pas sur le chat. Donc, j'irai voir, ou Mohamed ira voir de temps en temps ce qui se passe, de façon à ce que ça soit aussi interactif, même si c'est moi qui vais peut-être plus dialoguer avec Lucie. Alors, ben, merci, Lucie. La balle est dans ton camp. Ben, merci, Patrick. C'est d'ailleurs la première fois qu'on se parle. Oui, en plus, oui. Je vois de temps en temps tes réflexions passer sur Facebook. Alors, je suis contente de te rencontrer, puis de rencontrer les gens qui nous regardent en ce moment, qui nous écoutent. Tu as dit que j'étais psychologue, je passe mon temps à rectifier. Ah, j'ai travaillé comme psychologue pendant 25 ans. Je dis ça parce que dans nos ordres professionnels, à partir du moment où on cesse de payer notre adhésion à l'ordre, ce que j'ai fait quand j'ai pris ma retraite, on ne peut plus s'appeler psychologue. On cherche un peu à s'identifier, mais j'ai une formation dans ce domaine-là. Formation d'autant plus importante que j'ai enseigné la psychologie au département de psychologie pendant 25 ans, de l'Université de Sherbrooke pendant 25 ans. Ce qui me reste comme activité professionnelle, je suis auteure. J'ai écrit plusieurs livres sur le bonheur, sur la psychologie positive et d'autres livres qui sont en marche là, et qui seront produits là, dans les prochaines années. Voilà, brièvement, donc c'est moi. OK, bravo. Alors écoute, je te lance tout de suite la balle. Tu m'avais proposé un titre, Être ou ne pas être dans le cœur, dans cette crise. Donc, est-ce que tu pourrais quand même un peu plus nous préciser qu'est-ce que tu avais en arrière dans la tête d'une ancienne psychologue qui s'appelle plus psychologue? Donc, qu'est-ce que tu avais dans la tête en proposant ce titre-là? C'est certain qu'il y avait quelque chose que tu voulais probablement nous partager. J'avais plusieurs pistes de réflexion, puis tu vois, j'ai accepté l'invitation sans même connaître vraiment votre association et les gens à qui ça s'adressait. Puis j'ai envie de rajouter que être ou ne pas être, c'est peut-être aussi une question ou un thème qui est important pour les gens qui nous écoutent. Je peux te dire que j'ai travaillé longtemps auprès des personnes handicapées. Tu ne le savais pas. Ça fait partie de mon passé avant de faire une formation comme psychologue. J'ai travaillé auprès des enfants, surtout handicapés mentaux et physiques. Et donc, je connais bien ces gens-là. Puis, je trouve ça le fun que ça ne va pas bien quand on utilise un média technique parce que ça montre notre imperfection. Puis être ou ne pas être, c'est une question qui doit être au cœur aussi des gens qui ne correspondent pas aux standards de société. Puis la question à se poser, c'est suis-je parfait dans un contexte qui est imparfait ou suis-je imparfait dans un contexte qui se prétend parfait? Mais dans le cas et là, je pense donc aux gens qui n'ont pas l'aptitude, comme d'autres ont, de circuler, par exemple, ou de voir ou d'entendre, et qui sont mis à l'écart parfois. Ici, dans le cas de la crise de la COVID, j'ai pensé d'abord être ou ne pas être en lien avec l'intégrité. Ça, c'était un premier thème qu'on pourrait aborder, l'intégrité de chaque individu, parce que ce qui est confrontant maintenant, et c'est pour ça que tu parles à moi, puis pas à d'autres psychologues, c'est qu'il y a très peu de gens qui acceptent de partager leur perception des choses quand cette perception va à l'encontre de la façon générale de voir les choses, comme la santé publique là, en fait la promotion. Donc, je suis intègre parce que moi, j'ai pas cette peur d'être jugée. Je l'ai été, j'ai passé à travers, puis je continue de dire simplement ce que je pense. Et ce que je pense, ça ne correspond pas à ce que la majorité des gens pensent en lien avec la COVID. Donc, intégrité, c'est être, ou ne pas être, ce serait être conforme et ne pas dire ce qu'on pense. Il y a aussi être touché ou être pas touché par la situation. Je réalise qu'il y a des gens qui sont extrêmement touchés parce que, ce sont des personnes âgées qui en ce moment sont mis à l'écart, sont isolées, n'ont pas accès à leurs proches parce qu'ils ont peur du virus ou parce qu'on les isole dans le centre où ils sont.
Et il y a des enfants ou des jeunes qui sont extrêmement touchés parce qu'on les oblige à mettre un masque, on leur demande d'être dans des bulles, ne pas voir leurs amis, alors que c'est ça qui est important. Puis il y a d'autres personnes, puis il y a les commerçants, évidemment, restaurateurs et tout ça, qui sont très touchés par la crise, mais il y a des personnes qui ne sont pas touchées et même que je dirais qui en profitent. C'est-à-dire que moi, je remarque quand je parle aux gens que si leur travail est essentiel, ils n'ont pas arrêté de travailler. Au contraire, ils ont fait des heures supplémentaires. Il y a des gens qui ont commencé à travailler à la maison et qui trouvent ça génial de le faire parce qu'ils gagnent du temps. Il y a des gens qui ont profité financièrement de cette crise. Bon, on le sait, les grandes surfaces plus que les petits commerçants. Donc, ça aussi, c'est un thème qui est important à travers la crise actuelle. Et je rajouterais être engagé ou ne pas être engagé. Parce que dans toute la population, il y a des personnes comme toi, Patrick, comme moi, qui se sont engagées, si ce n'est qu'en exprimant nos opinions, mais aussi engagées concrètement. Moi, je fais des vidéos, par exemple, en essayant d'aider les gens avec les connaissances que j'ai. Mais je commence comme je suis, on pourra en parler aussi, j'étais en Suède, je suis maintenant au Québec. J'essaie d'aider concrètement. Je sais qu'il y a des activités qui sont organisées pour aider les personnes âgées. Il y a des manifestations, évidemment, aussi. Donc, il y a des actions concrètes. Bon, on parle beaucoup des sans-abri, des itinérants à Montréal. Il y a des activités qui visent à apporter de la nourriture à ces gens-là. Donc, on est engagé quand on est actif, même si on croit aux mesures sanitaires, puis qu'on les respecte, on peut aussi aller voir nos voisins puis leur demander s'ils ont besoin d'aide, tendre la main. C'est ça, être engagé pour moi dans cette période difficile qu'on traverse. Fait que ça se résume à ça pour l'instant, ce titre « Être ou ne pas être au cœur de cette crise ». Bon, ben écoutez, merci beaucoup. On est content de vous avoir vu. Donc, écoute, ce que je trouve intéressant, puis j'aimerais peut-être aller un peu plus loin dans ce sens-là, c'est que tu parles d'engagement. Parce qu'actuellement, puis j'aimerais peut-être t'entendre un peu plus là-dessus, parce qu'actuellement, moi, ce que j'entends autour de moi, c'est que les gens se sentent impuissants et ils ont toujours l'impression que s'ils ne peuvent pas nécessairement poser une action extraordinaire, finalement, ça ne changera rien. Moi, j'aime bien ma petite histoire du colibri. Il y a le feu dans la forêt, puis avec son petit bec, il va chercher de l'eau, et puis il y a un tatou qui passe dans le coin qui lui dit « Voyons, colibri, t'es fou, qu'est-ce qui se passe? C'est pas avec ta petite goutte d'eau à chaque fois que tu vas éteindre la forêt. » Et le colibri répond « Je le sais, j'en suis conscient, mais je fais ma part. » Donc, j'aimerais peut-être t'entendre un peu plus sur cette notion d'engagement et je fais ma part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent impuissants actuellement, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire. Je suis tellement d'accord avec toi, Patrick. D'ailleurs, j'étais avec un ami l'autre jour, puis on regardait les flocons de neige qui tombaient. Chaque flocon tombe individuellement et finit par faire un grand banc de neige. Et c'est la même chose pour chaque goutte de pluie qui tombe, qui finit par faire un ruisseau, une rivière, un fleuve et un océan. Alors, dans le sens où tu le présentes, chaque petite action individuelle est essentielle. Quelqu'un va dire « je ferai pas aucune action parce que de toute façon, ça ne changera rien ». Si vous saviez, ce n'est pas comme ça que ça se passe actuellement. Moi, je passe mon temps à comprendre que ce qui se passe dans la population, c'est des actions individuelles qui forment un grand courant. Un courant qui va finir par changer les choses, passer d'une société qui était vraiment imparfaite, dans laquelle on se sent impuissant parce que le pouvoir n'est pas entre nos mains, et à une société où moi, je conçois que chaque individu possède le plein pouvoir de sa vie. Mais pour ça, il faut qu'il cesse de donner son pouvoir à, par exemple, des personnes qu'on a élues et qui, en ce moment, mettent en place des lois qui sont très contraignantes. Par exemple, d'obliger des commerçants à fermer leur business et les empêcher de gagner leur vie, alors qu'un commerce, je le sais parce que mes parents avaient un commerce, c'est un bébé,
Et c'est bien autre chose que d'avoir un commerce que de recevoir, par exemple, la PCU. On dit, Félix Leclerc disait, si vous voulez tuer quelqu'un, payez-le à rien faire. Alors, ce pouvoir-là, il est entre les mains des personnes qui un jour vont le réaliser, vont se lever et dire, ben, ça va faire. On veut redéfinir cette société puis construire une société où chaque individu a sa place. Alors, c'est vrai qu'on peut se sentir impuissant parce qu'on nous enlève des droits. On est tout petit, hein, dans 8 millions de personnes ici. On est un seul individu. Mais si vous saviez comment ça fait une différence si, par exemple, vous souriez. Je sais que dehors, on peut marcher sans porter de masque et de sourire ou de dire bonjour à une personne, surtout une personne âgée qui, par exemple, ne peut pas recevoir chez elle ses petits-enfants, lui apporter un peu de bonheur, lui demander comment ça va. Ça change la journée de cette personne. Puis chaque personne, on est un peu comme le colibri. On va aussi butiner, on va voir d'autres personnes et cette joie, ce bonheur qu'on va vivre, on va le propager. On peut propager des mauvaises nouvelles, mais on peut aussi faire la même chose, puis contribuer de façon constructive à notre société. Alors, je ne sais pas comment réussir à convaincre les gens qu'ils sont importants. Et comme tu dis, c'est vrai que souvent, moi je fais des vidéos et je vois les commentaires des gens qui m'écrivent. Et c'est vrai que certaines personnes ont l'impression que s'ils ne font pas des vidéos, s'ils ne participent pas à des manifestations, s'ils n'ont pas un site pour apporter de l'information, ils ont l'impression d'être inutiles. C'est pas comme ça que ça marche. Puis il faut savoir que chaque personne qui a décidé de faire une action un petit peu plus visible, elle a commencé par se poser des questions. Elle a commencé par, d'ailleurs, c'est un truc que je donne, se poser la question, en quoi je suis bon, moi? C'est quoi mes compétences? C'est quoi mes connaissances? C'est quoi mes caractéristiques uniques que quelqu'un d'autre n'a pas ou que d'autres personnes n'ont pas? Et de tabler, de s'appuyer sur ses compétences et connaissances pour créer à sa manière, à son image, une petite action qui peut être une action communautaire. C'est immense ce qu'on vit, hein? On dit c'est mondial ce qu'on vit. Mais moi, j'ai la conviction que ce qui va nous permettre de reconstruire ce nouveau monde, c'est plus communautaire, c'est plus à partir des petites choses, des petits groupes. Parce que là, on perd le contrôle. C'est tellement difficile de comprendre la situation, de la gérer. C'est complexe. Mais autrefois, c'était plus facile parce qu'on avait des petits groupes, des petites communautés. Moi, en tout cas, je suis une des personnes qui prône le retour à des petites communautés où chaque individu a sa place, est reconnu, félicité pour ce qu'il fait. Alors, c'est ma réponse à ta question. Je ne sais pas si elle est satisfaisante pour toi. Oui, j'ai y pensé. Ah oui, merci. Non, ça va. Par contre, ce que je trouve peut-être important aussi, c'est que, bon, tu parles, on va toujours dans le sens de l'engagement, mais de l'engagement, ça demande du courage. Ça demande aussi à la pression des autres. Moi, j'ai des personnes qui me disent, à partir du moment où j'ai osé dire ce que je pensais, ben, dans la famille, il y a des gens qui ne me parlent plus. Donc, il y a toute la dimension de la peur du rejet, de se sentir isolé de son clan. Tu parlais de communauté, mais alors, chacun a aussi notre communauté familiale, professionnelle. Au niveau professionnel, il y en a carrément actuellement qui sont menacés de représailles ou par les ordres professionnels. Donc, j'entends, puis je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, dans les faits, dans les thèmes, tu avais l'intégrité versus la conformité. Oui. Pas toujours évident, ça, de jusqu'où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Oui. Parce qu'il y a la peur du rejet qui est quand même, une peur de fond, hein, chez chacun d'entre nous. C'est une pression énorme. Cette crise, elle est possible, elle est rendue possible à cause de ça, à cause de notre lien avec les autres et du sentiment qu'on ne survivrait pas sans les autres. C'est vrai dans les deux sens. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on se soumet à certaines règles qui peuvent nous paraître absurdes à cause
de ce sentiment-là, de cette peur-là, d'être rejeté. Mais il y a aussi que cette crise, elle vise justement les liens. Et c'est pour ça que ça ne pourra pas... moi, je suis une personne très optimiste, très positive. Ça ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que l'être humain aura toujours besoin de ces liens-là. Alors, je vais répondre à ta question. Tu parles de courage. Moi, j'ai réalisé que le courage, ce n'est pas un must, ce n'est pas un prérequis, c'est plutôt un résultat d'une action qu'on fait. On a tous peur avant de faire une action, avant de se compromettre, avant de parler, avant d'agir. La peur, elle disparaît dans l'action. Et le courage, c'est le sentiment qu'on éprouve après l'action. C'est vraiment particulier. Il faut réaliser ça parce que la peur, c'est la peur d'avoir peur. C'est pas confortable, la peur du jugement ou du rejet. Alors, on le fuit, on évite. J'entends tellement de personnes dire « Ah, s'il y avait plus de monde qui pensait comme moi, je le ferais. » C'est vrai, hein? Et bon, ben, je ne sais pas si les gens se rendent compte que de dire ça, ça nous maintient dans la paralysie, là, dans l'immobilité. Et ça prend une personne qui agit, qui sert de modèle à d'autres qui vont se mettre à agir ou à parler. Alors, il faut vraiment comprendre ça. Il faut traverser le moment inconfortable d'avoir peur du jugement pour après se sentir renforcé. Je peux te dire ça, Patrick, parce que de ce temps-ci, j'ai vécu ça moi aussi. On est plusieurs à faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé qu'on ferait. Puis quand TVA, par exemple, a parlé de moi comme étant une complotiste, en me décrivant comme une personne que je ne suis pas du tout, les gens qui me connaissent le savent, là, je passe mon temps à essayer qu'on s'entende mutuellement. J'ai trouvé ça très dur d'être jugée, entre autres en me disant, mes voisins, là, quand je vais sortir dehors, ils vont se dire, Lucie, c'est une mauvaise personne. Et tu sais ce qui s'est passé après quelques jours? C'est comme si cette annonce-là, dans les journaux, m'a renforcée. Parce que dans ma tête, je me disais, si je ne le dis pas, qui va le dire? Si je ne parle pas, qui va parler? Qui parmi les professionnels en ce moment ose parler? Moi, j'ai la chance de ne pas d'être retraitée. Et je n'ai pas la pression de mon ordre professionnel, bien que j'ai reçu des avertissements. Les gens, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais les ordres professionnels dans tous les pays avertissent leurs membres de ne pas parler publiquement contre les mesures de la santé publique. Et moi ce que je dis aux professionnels qui reçoivent ces avertissements-là, c'est vérifier si c'est légal de vous dire vous risquez de perdre votre emploi si vous parlez, d'une part, puis d'autre part, dites publiquement que vous avez reçu un avertissement parce que ça permet de distinguer votre propre désir de vous taire de cette pression que vous avez sur les épaules de perdre votre emploi si vous le faites. Je pense qu'on a tout avantage à faire ça. Donc, c'est ce que je voulais te dire. C'est vrai que c'est comme si, en ce moment, de faire des choses, de s'engager, de s'exprimer, c'est marcher à contre-courant. Puis cette expérience-là, elle est difficile en soi. Et on va choisir la conformité. Mais j'ai envie de te dire, je parlais à Robert Béliveau hier sur un Zoom qu'on faisait ensemble, puis je disais, il y a une recherche un jour qui a été faite auprès de personnes mourantes et à qui on leur a demandé quels sont vos principaux regrets. Et l'un des regrets que ces gens-là avaient, c'est de ne pas avoir osé faire des choses, d'être restés dans leurs vieilles pantoufles. Alors, si ça peut aider de vous demander, d'une part, imaginez que vous êtes atteint d'une maladie et que vous savez que vous allez mourir prochainement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou imaginez que la peur ne vous habite pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et puis de travailler très fort pour aller de l'avant vers cette action-là. Il y a aussi une chose que je peux dire, avec mes connaissances de psychologie, quand on a l'impression qu'on a un grand pas à faire pour changer ou pour se manifester ou pour s'engager, souvent, on ne le fera pas parce que c'est trop là, pour nous de se demander ça. Et ce qu'on va suggérer aux gens, c'est faire la liste des différentes actions qu'ils ont envie de faire et choisir celle qui est la plus facile.
commencer par faire celle-là. Et même celles qui sont capables presque de faire. Faire cette action-là, toute petite, qui va leur donner confiance et leur permettre de faire un pas de plus. Toujours plus facile et jusqu'à temps qu'ils en arrivent à avoir cette grande confiance pour faire des grandes actions. C'est pas recommandé de plonger puis de faire quelque chose qui est complètement différent de ce que vous faites maintenant. C'est plus de faire quelque chose qui est très facile pour vous donner cette confiance. Parce que ça prend de la confiance pour aller de l'avant puis marcher. Un peu comme Gandhi qui marchait et qui disait que chaque pas est important. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Exact. Donc, en fait, la question, quelle sera ta prochaine bouchée d'éléphant? Donc, par rapport peut-être à un grand objectif ou un grand but, mais c'est fait 1 kilomètre de plus si on va dans un autre sens avec Augmandido, peu importe les termes utilisés, mais en fait, c'est, comme tu disais, un pas à la fois, là, à mon avis. Oui, là. une petite action. Par exemple, ceux qui ont peur de s'exprimer publiquement, bien, on peut commencer à exprimer notre opinion avec quelqu'un en qui on a confiance, voir ce que ça donne, comprendre mieux notre position. Je vois des gens qui progressivement le font davantage sur leur page Facebook maintenant. J'ai vu d'ailleurs, ça m'a vraiment touchée. Tu sais que comme psychologue d'autrefois, donc il y a des psychologues qui m'écrivent en me disant « Je suis contente que tu partages ta voix, j'aimerais le faire. » Et j'ai vu peu à peu des psychologues qui le font eux aussi. Puis ça aide qu'il y ait des avocats, des médecins comme Robert Béliveau. Moi, je fais partie maintenant d'un collectif d'experts qui aussi ont beaucoup de pression sur leur épaule parce qu'à partir du moment où on exprime notre opinion, on reçoit beaucoup de commentaires de gens haineux dans notre profession. Pourquoi? Par jalousie? Je ne le sais pas, là, par inconfort, par insécurité. Et ces gens-là ont décidé quand même de se regrouper et de s'exprimer pour éclairer les gens. Parce qu'en ce moment, on entend que certaines personnes, dans certains domaines, et il y a plusieurs spécialistes, comme moi d'ailleurs, ont été censurés dès le départ dans les médias de masse et n'ont pas de voix. Alors, de monter un collectif d'experts, de faire des Zooms comme ça, de les partager aux gens, c'est déjà un pas de plus dans la direction d'une démocratie, d'un débat public, par exemple. Est-ce que tu connais l'équation E égale MC2, Einstein? Oui. Oui. Ben écoute, moi, ça, c'est de la petite rigolade là maintenant. Hein. Il y a maintenant une nouvelle équation qui est la dernière en vogue, c'est P plus S égale B. Et puis, Pas, hein? c'est quoi, P non? plus S égale B, tu ne savais pas, hein? Non. Patate plus sauce, c'est pas égal bien-être. Non, c'est pas ça du tout. Là, excuse-moi, je me suis trompé. Donc, c'est P, peu, PEU, plus S, souvent, égale B, beaucoup. Peu plus souvent égale beaucoup. Puis je trouve que ça illustre exactement ce que tu viens de mentionner. C'est des petites actions, mais qui sont répétées, fait qu'à un moment donné, ça devient quelque chose de beaucoup plus important, qui s'intègre aussi, qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc, je trouve que ça illustre très bien aussi ce que tu viens de nous dire aussi également. Oui. Et puis, dans votre domaine, dans les arts martiaux, c'est un peu comme quelqu'un qui débute et qui voudrait devenir ceinture noire tout de suite. Mm-hmm. C'est la même chose. Ah, oui. Ces petits gestes qu'on fait deviennent des habitudes, font qu'on est un peu moins maladroit, qu'on s'aime un peu plus dans ce qu'on fait. Et puis là, nous amène à faire quelque chose de plus grand, comme tu dis. Robert Béliveau, là, je reviens encore sur notre échange hier qui donnait l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids, qui veut perdre 20 livres. Et en s'imaginant perdre 20 livres, c'est gros, là. Mais lui, ce qu'il disait, tu ne perds pas 20 livres, tu veux perdre 1 livre 20 fois. Ce qui rend l'objectif beaucoup plus maîtrisable. Alors oui, c'est vraiment d'avoir ça en tête quand on veut faire des changements, quand on veut s'engager, de ne pas s'exiger des grandes choses, des petites choses à sa mesure, puis de réussir, d'avoir confiance et d'aller de l'avant. En judo, on a ce qu'on appelle des uchikomi, qui est la répétition de certains gestes pour justement faire en sorte que la répétition qui est voulue, qui est volontaire,
devienne à un moment donné une habitude qui s'intègre dans le combat, là. Donc, on parle de, si tu veux, de rentrer, vérifier que les bras, les jambes, les hanches sont bien placées. Donc, il y a une observation de soi aussi dans la répétition. Mais à un moment donné, on veut que la répétition devienne une habitude qui fasse que le corps l'a imprégné et il n'y a plus besoin de cette réflexion pour vérifier que les choses sont bien placées. Est-ce que c'est un peu comme quand Karate Kid faisait de la peinture? Ben, on ne fait pas de la peinture en judo, là, mais il va falloir que je fasse attention à ce que je dis. J'ai 2 judokas avec moi là, qui écoutent. Là. Donc, Mais moi, tu vois comment je suis néophyte. Je me souviens de cet extrait où il faisait faire des gestes très répétitifs dans un domaine complètement différent des arts martiaux pour intégrer le mouvement. Ben, ça va un peu dans cet état d'esprit. C'est sûr que, enfin, moi, au club où je vais, il n'y a pas cette notion-là de dire, bon, on va faire quelque chose qui n'a rien à voir, et puis là, tout d'un coup, oups, ça t'aide. Mais c'est le principe de la répétition, là, qui fait que tu répètes quelque chose et à un moment donné, ça devient intégré. Et tu peux donc, le corps ensuite peut le reproduire de façon instantanée dans une situation de combat. Mais il y a toujours le principe de la répétition. On répète, c'est comme dans je dirais, n'importe quel domaine de la vie. C'est je répète de façon intelligente, évidemment, comme tu disais tout à l'heure. Il s'agit de trouver son cheval de bataille, entre guillemets, mais en même temps, il n'y a pas de secret non plus, là. Ça ne va pas nous tomber sur la tête parce qu'on a décidé de perdre 20 kilos ou 20 livres. Là. Non, puis tu dis la répétition aussi, parce que j'ai envie de rajouter, on a l'exigence d'être parfait dès le premier geste. Puis on va s'arrêter parce qu'on n'aime pas la façon dont on a parlé ou on s'est senti maladroit dans le geste qu'on a fait. Par exemple, on veut aider une personne âgée, on veut aider un enfant, une personne handicapée. Puis on se regarde, puis on se trouve pas bon ou on se trouve toutes sortes de défauts. Ça, là, c'est une idée du temps, de vouloir être parfait dès le premier geste. Et je pense qu'on a besoin beaucoup de compassion, de bienveillance à notre égard pour s'accepter dans l'imperfection. Et puis passer en se disant, bien, à force de le faire, de répéter, je vais devenir meilleur, c'est tout. C'est vrai, hein, il y a comme des idéaux qui prétendent être réels. Ça n'a rien de réel d'être bon dès la première fois. Et je pense qu'il faut vraiment démystifier cette idée-là chez les gens. On parle à des gens je ne sais pas jusqu'à quel point ils s'acceptent, mais c'est vrai, cette comparaison avec un idéal, un standard, c'est très présent dans nos sociétés actuelles. Et ça bloque, ça inhibe les personnes de s'exprimer. Je pense qu'avant, il y avait plus de liberté d'expression, d'agir, plus de créativité. Les artistes étaient beaucoup plus influents sur le plan politique, d'ailleurs, qu'avant. Avant, c'était beaucoup plus influent parce qu'on leur permettait d'être dans leur particularité. Maintenant, on forme des gens standards, à l'université, entre autres. On forme des professionnels standards. Puis quand tu sors de ces standards-là, tu n'es pas accepté. Mais je pense qu'il faut, à travers la crise, peut-être profiter de redéfinir chaque être humain dans sa valeur et sa place dans la société. Là, j'ai une question pour toi d'un participant. Oui. Alors, concrètement, dans le contexte actuel, comment donner de l'espoir à ceux qui veulent pratiquer leur passion, leur art martial dans notre contexte, mais aussi rester actifs, d'autant plus la difficulté pour certains avec un handicap de pouvoir pratiquer? C'est une grande question. Là, veux-tu que je la répète? Là? Oui, non, mais me contextualiser les choses, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que les lieux pour pratiquer sont fermés, les cours aussi n'ont pas lieu? C'est une question de Michel. Donc, Michel, peux-tu peut-être préciser, s'il te plaît? Là? Ton micro, Michel. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Donc voilà, c'était c'est ma question parce qu'effectivement, nos locaux sont fermés, puis on a une interdiction même de pratiquer en bulle familiale dans des endroits extérieurs. Et évidemment, pour plusieurs que je peux côtoyer, des jeunes, des familles,
ça peut être assez difficile dans le contexte. Puis même frustrant, parce que, bon, comme je sais toujours, on peut aller dans une cabane à pêche en bulle familiale, mais on ne peut pas pratiquer le judo en bulle familiale de façon intérieure. Donc, comment leur donner l'espoir? Parce que des fois, moi, j'ai des questions, puis honnêtement, je ne sais pas trop quoi répondre. Dire, bon, on va s'en sortir, ça va aller mieux, et tout ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu ça. Puis, étant donné qu'on est dans un contexte de l'Adama, que je ne connais pas, mais je suis bien content de connaître, dans des gens qui pratiquent un art martial ou n'importe quoi avec un contexte d'handicap quelconque, là, je pense que ça devient encore encore plus difficile pour eux autres. OK, on a encore moins de moyens. Alors, c'est quoi l'espoir qu'on a justement? Parce que ça fait plusieurs mois que ces gens-là sont à l'arrêt. Alors, ça va peut-être m'aider à répondre à certaines questions qu'on me pose aussi. Merci. Je vais essayer de t'aider. Oui, Je vais essayer de t'aider, Michel. J'ai plusieurs réponses à ça. La première, j'ai envie de revenir à cette idée-là que chaque petit flocon, chaque colibri, chaque goutte d'eau est très particulière. Et cette particularité, je pense aux personnes handicapées, on a pu déprécier une personne à cause de cette particularité, mais j'ai envie de dire que cette particularité lui a permis de développer des forces qu'une personne qui n'a pas d'handicap n'a pas. Ces personnes-là ont développé une capacité d'adaptation incroyable, vous le savez mieux que moi, et elles ont pallié à un handicap, par exemple, en développant d'autres forces. Et moi, je m'intéresserais d'abord et avant tout à ces forces-là en me demandant comment cette force peut l'aider à traverser cette période difficile, à retrouver un sens à travers d'autres activités ou encore à adapter l'activité dont il est question ici, l'activité sportive ou de discipline martiale. Je ne sais pas comment on dit ça dans le fond. Je veux dire, tout dépendant de la façon dont on voit les choses, on va parler soit d'un sport de combat ou d'un art martial, tout dépendant de la vision de chacun. Là. OK, bon, je vais utiliser sport de combat. Alors, comment cette personne s'est adaptée au sport de combat à partir d'elle-même? Moi, ça m'intéresserait si, par exemple, on avait à travailler avec une personne qui cherche le sens à tout ça et pas tomber dans la détresse dans cette période-ci, je m'intéresserais énormément à ses capacités qu'elle a développées justement à cause de ses particularités, cet handicap, par exemple. Et comment ces qualités-là peuvent lui permettre, dans le contexte actuel, de retrouver un bien-être, une forme physique. Ça, c'est une question, c'est un point que j'aborderai. Je vais répondre de façon plus globale à ta question en utilisant quelqu'un qui est Louis Fouché, qui est un médecin anesthésiste en France, que j'aime beaucoup. Puis, je rejoins beaucoup sa pensée. Puis, ça sera peut-être pas facilement acceptable de dire ça, mais dans un contexte comme celui-là, moi, je suis la première à dire que le contexte plutôt l'idée de désobéissance civile, on doit en parler. On doit discuter de qu'est-ce qui est plus sain que ces lois actuelles. Bon, je vais te faire un lien. J'espère que vous allez me suivre. Dites-moi là, si vous ne me suivez pas. Quand j'ai commencé à faire des chroniques à la radio, de Radio-Canada en Estrie, pour la situation actuelle, les gens me demandaient comment rester en santé mentale dans le confinement. Et je vais être honnête avec vous, ce que je répondais, c'est pour être en santé mentale, il faut être déconfiné. Parce que ma réponse, c'est aller dehors. C'est aller profiter du bonheur, aller rencontrer des gens. C'est là que vous allez... C'est ça, la santé. Je ne pouvais pas faire autrement que de me placer en opposition avec cette idée-là de confinement sur laquelle, d'ailleurs, il n'y avait aucune recherche. Il n'y a rien qui prouve que le confinement forcé ou la distanciation sociale forcée aide à la réduction de la propagation. Au contraire, ça a des effets tellement nocifs que je ne vois pas comment ça se fait qu'un gouvernement a pensé à ces mesures-là. Donc, la réponse de Louis Fouché puis la mienne, c'est de dire, est-ce que c'est légitime de fermer des lieux de sport?
Est-ce que c'est légitime de vous empêcher de vous pratiquer à la maison avec vos proches, alors que, comme tu dis, vous pouvez faire d'autres activités en étant proche de quelqu'un que vous connaissez ou pas, dans d'autres lieux? Moi, j'inviterais les gens à se poser la question. Puis, depuis le début, moi, je réponds non à cette question. C'est pas légitime et je fais comme la plupart des gens, je triche. J'invite des gens, je jase avec eux, je fais des soupers, je partage, je fais des marches avec des amis. Il y a quelqu'un qui disait, voyons, le couvre-feu nous empêche de marcher avec des amis. Il y a même des gens dans les journaux officiels qui disaient, voyons, ça n'a aucun bon sens. Je suis dissident. Alors, j'ai envie de dire, bien, commençons par réfléchir. Qu'est-ce qui justifie ces règles-là? Est-ce que ces règles-là sont saines? Est-ce qu'il y a moyen de faire autrement pour maintenir sa santé? Puis si oui, ben, est-ce que la désobéissance civile, c'est une voie qu'il faut commencer à, non seulement à étudier, mais comme je dis, je veux dire, est-ce que vous trichez? On triche tous là en ce moment parce que ça n'a aucun sens de continuer à respecter ça. Et moi, quand on a décidé de fermer les gyms, puis que, bon, il y a eu toutes sortes d'informations données là-dessus, il n'y a pas d'éclosion d'un gym, je dis, voyons, c'est tellement loin de la raison pour laquelle ils mettent en place ces mesures-là que c'est rendu qu'on ne peut plus que discréditer ces mesures puis commencer à utiliser notre jugement pour prendre des décisions pour soi. Bon, il y a toujours, ce qui arrive, je ne sais pas ce que tu en penses, Michel, en ce moment, est-ce que ce qui empêche les gens de pratiquer chez eux avec leurs proches, est-ce que c'est la peur de la délation? Est-ce que c'est la peur des amendes? Ou est-ce que c'est la peur du virus? Si tu veux que je réponde à ta question, c'est la peur des amendes, évidemment, puis la délation. Et même chez moi, dans les deux familiales, on a reçu la visite de la police qui était non justifiée, donc parce que les gens pratiquaient en bulle familiale. Alors, évidemment, c'est cette peur-là. Mais par-dessus ça, il faut que j'essaie aussi, de façon responsable, de dire aux gens, il faut toujours essayer de bouger, de faire quelque chose, parce que pour moi, la sédentarité, c'est quelque chose qui est néfaste pour le corps humain. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Or, pour des gens comme nous, les judokas que je vois à l'écran, normalement, on est assez actifs. Alors, aller prendre une marche, c'est assez minimaliste pour nous. On veut pratiquer nos katas, on veut pratiquer, on veut se tirailler, on aime ça. C'est dans notre ADN. Alors, c'est ça. Donc, c'est un peu frustrant. Et souvent, c'est ça. C'est les réponses. C'est sûr que, bon, je ne peux pas dire aux gens de désobéir, mais je dis, bon, je te laisse le choix. Si tu es en bulle familiale, si tu veux venir pratiquer au dojo, j'ai la chance d'avoir un dojo privé dans un petit endroit en disant, ben vas-y, mais si la police vient, ben, tu dealeras avec ça. Mais les gens ont peur. Effectivement, ils n'ont pas peur du virus. L'amende, je peux comprendre. Parce que là, on parle de contexte familial. Les mêmes personnes qui sont dans une maison, qui peuvent pas venir au judo dans leur club, dans zone rouge, présentement. Parce que c'est ça. On reçoit des commentaires, je peux que je réponde à plusieurs questions cette semaine là-dessus. C'est pas facile. Mais j'ai envie de te dire, Michel, ta réponse est la meilleure, c'est-à-dire que décidez pour vous-même avec le degré de risque que vous êtes prêt à assumer. Mais ce qui est clair là, entre nous en ce moment, c'est que la santé, c'est bouger, c'est pratiquer vos passions, parce que la santé, c'est pas seulement la santé physique, c'est la santé psychologique qui influence sur la santé physique. Si vous pratiquez vos passions, parce que moi, j'ai un jeune qui marche pas. Mon jeune fait du hockey. Puis comme on a annulé le hockey, il me dit, maman, moi, je me pratique en jouant. Va pas me dire d'aller marcher, ça n'a aucun sens pour moi. Alors, je comprends tellement la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Puis, on est dans une période de transition. Moi, je suis certaine que c'est une période de transition. Une fois qu'on a compris que les mesures, depuis le début, moi, j'appelle pas ça la santé publique, j'appelle ça la sécurité publique parce que depuis le début, on n'entend pas parler de santé. On n'entend pas parler du système immunitaire. On coupe
les activités sportives, les activités qui mènent au bonheur, chanter, danser, voir ses proches, fêter. Tout ça, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est tellement incohérent vis-à-vis de la santé que pour quelqu'un comme moi, je choisis d'être intègre, comme je dis. Je choisis les connaissances que j'ai sur la forme physique. Bon, j'étais une athlète aussi quand j'étais jeune, sur la santé physique et mentale, et je suis prête à assumer le risque de la délation, d'une amende que je sais que je pense illégale, que je vais contester. Chaque personne doit choisir pour elle-même, en fonction de ses convictions. Mais ce que je trouve triste, c'est que ça nous place dans une position très, très délicate par rapport à soi, là, puis par rapport à la société, et qui n'amène pas vers la santé. Parce que, bon, je différencie deux choses. Il y a la diminution du risque. C'est là-dessus qu'on est depuis le début. Diminuer le risque de propagation. Et il y a, d'autre part, le maintien de la santé. Et pour moi, on n'a pas été du tout dans cette zone-là. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va tellement faire attention de ne pas propager le virus qu'on va rendre les gens malades. C'est ça qui arrive en ce moment. Les gens deviennent malades. On voit que l'obésité a gagné du terrain, l'alcoolisme, les drogues dures. Les gens ont besoin de stimulation. Tu l'as dit, marcher pour vous, là, c'est plate. C'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être dans la puissance du geste, du combat, du lien. Et c'est ça, je pense que les gens vont devoir choisir à un moment donné de confronter ces décisions-là, puisque politiquement, c'est pas entendu. Combien est-ce qu'il y a de pédiatres, de propriétaires de gym qui se sont prononcés, qui ont demandé au gouvernement de changer ces mesures. Ça n'a pas de sens. Même des lieux de culte. Tu sais, c'est une pratique de sport, mais je pense qu'il y a aussi une spiritualité qui va avec. Quand on touche à ça, pour moi, on touche très profondément dans l'humain. Puis ça devient plus nocif que d'autres choses. Et je ne peux pas répondre à ta question. Moi, je vais vers j'appelle ça le non-consentement, la non-coopération, en étant pacifique. Puis je suis prête à assumer ça parce que ma santé est importante, celle de mon enfant est importante. Alors, j'essaie de lui dire de bouger quand même, mais je comprends qu'il n'a pas envie d'aller marcher, mais qu'il veut plutôt jouer à son sport. Là. Merci. J'aimerais aussi, Lucie, t'entendre sur la notion des conflits avec autrui à cause de notre perception, notre interprétation de la réalité. En même temps, il y a le mot « convaincre » qui a été utilisé tantôt dans la discussion. Bon, c'est sûr que le fait d'essayer de convaincre, moi, je l'ai essayé au début aussi, puis je me suis aperçu que si j'essayais de convaincre, style sous-entendu, bon, finalement, tu comprends rien, puis c'est moi qui comprends tout, c'est sûr que ça ne marche pas au départ. Je suis OK, puis tu n'es pas OK, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement la bonne méthode. Je me suis aperçu que finalement, comme tu disais tantôt, si je partageais simplement ma conviction, il y en a qui se posaient des questions en se disant comment ça se fait que Patrick pense comme ça? Donc, pour moi, c'était peut-être plus la solution de dire j'énonce ma couleur pacifiquement, mais j'aimerais quand même t'entendre parce qu'il y a des gens qui en souffrent actuellement. Il y a des gens moi, qui me disent j'ai perdu un contact, un lien avec quelqu'un de ma famille, ou carrément ma sœur ne veut plus me parler. Ça va jusque-là. Donc, comment vivre cette situation-là? Comment je pourrais dire moins en souffrir sans nécessairement renier le fait que ça peut être souffrant, puis ça va peut-être continuer à rester souffrant, mais comment, je dirais, comment mieux vivre cette situation-là? Tu touches vraiment, vous touchez des points tellement importants. Moi aussi, j'ai réalisé que le clivage qu'il y a dans nos familles, avec nos proches, ça peut être aussi avec nos amis, la divergence d'opinion en ce moment, elle est probablement ce qui est le plus touchant dans nos vies. Tu sais, on peut accepter de porter le masque au travail, par exemple. Il y a des gens qui vont accepter ça plus facilement que de vivre ces conflits familiaux. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que ça nous éveille sur l'importance de nos proches. Le jugement
des gens qui sont proches de nous est beaucoup plus important que le jugement d'un étranger, par exemple. Alors, tu as tout à fait raison, puis on est à apprendre sur le tas comment sortir de ces chicanes, de ces querelles, ou encore comment vivre avec sans être continuellement blessé par ça. Et tu as raison, je pense que c'est peine perdue d'essayer de convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, on n'accepterait pas soi-même une opinion d'autrui, puis sa tentative de nous changer. C'est insultant. Je ne sais pas, mettez-vous à la place de quelqu'un qui essaie de vous convaincre que votre opinion n'est pas bonne, puis que la sienne est meilleure. C'est un refus total. Puis plus vous continuez, c'est intéressant parce que dans les arts martiaux, imaginez, plus quelqu'un attaque, plus vous allez mettre de l'énergie à vous défendre. Et que la meilleure façon, c'est d'utiliser son énergie, vous le savez mieux que moi, pour amener une discussion qui est plus équilibrée. Alors souvent, je vais dire, ça nous demande de développer des habiletés qu'on n'a pas nécessairement, c'est-à-dire même face à quelqu'un qui a une opinion très différente, puis même qu'on a l'impression que la personne va se perdre dans cette opinion-là, bien, de l'écouter quand même, c'est-à-dire d'absorber tout ce qu'elle a à dire, même d'être intéressé, de poser des questions. Puis en faisant ça, sans s'en rendre compte, on l'aide à réfléchir à son point de vue et il va y avoir beaucoup plus d'ouverture après pour une information que vous voulez lui apporter. Et souvent, c'est plus facile si vous apportez une petite information factuelle, comme en ce moment, il y a 99% des gens qui guérissent de ce virus. Pourquoi un vaccin? Parce que quand on en met trop, c'est encore une fois le même jeu. Si vous continuez à ajouter de l'information, la personne va en avoir assez et va être submergée par cette information, puis elle va avoir envie de vous repousser pour éviter d'en avoir trop. Puis là, il faut se dire que c'est complexe la situation. Les gens ont commencé avec une grande peur. Cette peur, elle a été générée par les médias à qui on disait, il y a un virus dangereux, il va y avoir 30% des gens qui vont mourir, protégez-vous. Et quand vous apportez une opinion divergente, c'est comme si vous ajoutez une peur supplémentaire, parce que souvent, notre information, c'est de dire, attends, les mesures gouvernementales, il y a quelque chose de pas normal là-dedans, c'est pas eux qui contrôlent ce qui se passe en ce moment. Vous apportez une information qui est menaçante. Vous ajoutez à la peur qu'elle a une autre peur. C'est touché, là. C'est pas... D'abord, comprendre la situation dans laquelle vous vous retrouvez avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous, c'est déjà quelque chose. Puis après, utiliser des moyens pour créer de l'ouverture. Un des moyens, c'est, comme tu le dis, Patrick, quand on dit à l'autre, tu n'as pas raison, par exemple, de penser ce que tu penses, on dévalorise la personne. Face à ça, l'autre a besoin de se revaloriser puis elle va se défendre. Alors, une des façons de faire l'inverse, de créer de l'ouverture, c'est en la valorisant, en lui disant, ben, j'apprécie, puis vous trouvez des éléments à apprécier. J'apprécie que tu as réfléchi à la situation. J'apprécie que tu veuilles protéger, par exemple, autrui. C'est ça qui passe, là, le message en ce moment. On fait tout ça pour protéger les autres. J'apprécie vraiment ta compassion, ta bienveillance. Et, plutôt que ou, et je me pose des questions. Souvent, poser des questions ouvertes, c'est moins menaçant qu'affirmer quelque chose. Alors oui, les liens sont brisés. C'est dramatique. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de référer à des choses que j'ai lues et qui m'informent que ces mesures-là, elles sont voulues à quelque part. À partir du moment où on brise la famille, qui est l'élément le plus important dans notre société actuellement, bien, on peut mieux contrôler par des institutions le genre humain. Bon, est-ce que c'est réel, cette volonté de contrôler par des institutions l'ensemble de notre société, autant au niveau de l'éducation, au niveau social, au niveau politique, économique? Est-ce que c'est ça qui est voulu? En tout cas, ce qu'on est en train de vivre, ça semble mener à ça. Alors, moi, cette conviction ou cette information que j'ai, elle me permet de faire ce que je disais à Michel tantôt, c'est de faire un choix personnel puis dire, ben moi, Noël, j'ai fêté en famille. Puis il n'y a personne qui va m'empêcher de le faire parce que ça, c'est plus important
qu'une mesure qui me semble nocive pour la société. Ça ne règle pas le problème qu'il y a des gens dans notre famille qui ne pensent pas comme nous. Moi, j'ai choisi de faire du ménage. On fait du ménage au printemps. J'ai fait du ménage socialement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'exprimer, par exemple, sur Facebook, il faut savoir que je n'utilisais pas Facebook. J'avais 10 amis au départ. Et c'était des membres de ma famille. J'ai fermé ça, j'ai bloqué ces personnes-là, pas parce que je les aime pas, tout simplement parce que je voulais pas leur imposer mes points de vue. Je les ai bloqués. Ceux qui étaient d'accord avec moi, je les ai laissés. Puis après, ma famille a grandi. Il y a beaucoup de monde qui sont en lien avec moi, qui partagent les mêmes opinions. Et j'ai retrouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est une nouvelle famille d'amitié, de gens qui ont la même vision que moi, avec qui on se supporte mutuellement parce qu'on a tellement besoin de ces liens-là. Pour l'instant, je dis aux gens, entourez-vous des gens qui vous font du bien. Restez en silence avec les gens avec qui ça ne donne rien pour l'instant de discuter. Le silence, je ne sais pas quel serait l'équivalent dans les arts martiaux, mais pour moi, sur le plan de la parole, le silence, c'est l'arme le plus puissant. Parce que dans le silence, l'autre est confronté à lui-même. Et c'est souvent dans notre silence, plutôt que dans nos arguments, que l'autre commence à se remettre en question et s'ouvrir à peut-être une autre façon de voir les choses. C'est ce qui me vient comme réponse pour l'instant. Merci. Si, bon, je sais que c'est un peu comme demander une recette, là. Puis évidemment, il n'y a aucune recette, là. Mais si tu es dans le thème que tu avais, dans les sous-thèmes, tu avais dit vivre sainement dans cette crise. Donc, si tu avais, je dirais, non pas une recette, entre guillemets, mais quelques clés que tu as déjà abordées d'ailleurs, là, depuis le début. Mais si tu avais quelques clés importantes à nous communiquer en nous disant, écoutez, selon mon expérience, à mon avis, ces clés-là, c'est non négociable, parce qu'on parle de vivre sainement dans cette crise, on parle de santé physique, psychologique. Là. Donc, est-ce qu'il y a quelques clés qui t'apparaissent, toi, comme étant incontournables, ou peut-être simplement nous les répéter en synthèse, parce que c'est tellement important que c'est ce qui va nous permettre justement de garder le cap dans un certain équilibre le temps que cette situation change et passe, là, parce que dans la vie, tout passe, donc à un moment donné, ça va changer. On ne sait pas comment ça va changer. On espère pour le meilleur, mais bon, là-dessus, on n'a pas nécessairement toujours le pouvoir de décider. En tout cas, moi, je n'ai pas de boule de cristal, savoir comment ça va continuer. Mais il reste qu'on est dedans, là. Donc, on est dedans. Michel, tantôt, a émis certaines difficultés qui se vivent au niveau de la pratique du judo par certaines personnes. Donc, dans les faits, le temps que ça change, pour l'instant, on est pris dedans. Qu'on obéisse ou qu'on n'obéisse pas, ça, c'est un choix personnel aussi, mais il reste que pour l'instant, on doit vivre avec ces mesures-là, qu'on décide d'y obéir ou pas. Donc, je pourrais dire, ce serait quoi ton message pour dire, pour l'instant, il y a des mesures avec lesquelles on est pris, donc qu'est-ce qu'on fait avec pour garder cet équilibre? Oui. Que ça soit physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement, là, sur tous les plans. C'est difficile ce qu'on traverse, puis même ça demande tellement de résilience. Je pense qu'on peut être juste admiratif devant nous-mêmes, les humains, qui réussissons à traverser ces moments si difficiles, puis, comme on dit dans la résilience, s'épanouir malgré tout. Et moi, comment je le vois, c'est que c'était peut-être même nécessaire de traverser cette période-là pour se redéfinir. Alors, si, comme tu dis, Patrick, on veut respecter les mesures qui sont mises en place, on peut tout de même utiliser cette période pour se redécouvrir. Parce que jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup fié sur des éléments qui étaient à l'extérieur de soi pour pratiquer notre sport, pour savoir qui l'on est, pour décider de notre vie, somme toute. Même pour décider de comment on allait travailler. C'est le cas pour certaines personnes, ou aller à l'école. Alors, on peut se poser la question dans ce contexte-là, comment je peux reprendre mon pouvoir,
me redécouvrir, me redéfinir. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez été quotidiennement dans un centre de sport pour vous pratiquer? Ceci étant interdit, comment je peux me demander, plutôt me demander comment je peux pratiquer malgré tout ma passion? Et bon, je pense que ça peut être commencé par se demander, c'est quoi ma passion? C'est quoi ce que j'aimais retrouver dans ce centre de sport? C'est quoi qui est important pour moi? Est-ce que c'est l'équipement? Est-ce que c'est la présence de personnes humaines? Est-ce que c'est l'espace? Et comme je n'y ai pas accès, est-ce que je peux maintenant, dans ma maison, par exemple, recréer un contexte qui me permet de retrouver ces éléments-là? Des fois, ça peut être aussi pratique que de dire, je vais libérer mon salon que je n'utilise pas beaucoup, je vais faire de la place. Ou encore, j'improvise là, hein, honnêtement, je vais me mettre sur Zoom avec quelqu'un qui pratique en même temps que moi, juste pour avoir l'impression de ne pas être seule. N'importe quoi. Ou encore, jusqu'à maintenant, j'ai mis beaucoup d'emphase sur ma pratique quotidienne, mais peu sur mon alimentation. Là, je vais m'intéresser plus à l'alimentation, puis je vais en profiter pour faire ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude, c'est faire l'achat d'aliments sains. Comme je vous dis, j'improvise mes réflexions là-dessus. Alors, mon éternel optimisme me dit qu'il y a moyen de profiter de cette période très difficile pour prendre un temps d'arrêt, se questionner et redéfinir certains éléments de sa pratique ou de sa personne. L'autre, tu dis les éléments de la recette. Je reviens sur les liens. C'est tellement important. On est des êtres grégaires. On ne vit pas sans la présence des autres, même si on peut être une personne très... moi, je suis une personne qui adore la solitude. Alors, vous pouvez être pareil, mais n'empêche qu'être en lien avec des gens qui vous font sentir bien, c'est tellement important. Et il y a moyen, dans le ménage qu'on fait, de retrouver à travers les réseaux sociaux, Patrick, tu le sais, il y a tellement de gens qui discutent sur les réseaux sociaux. Il y a tellement de nouvelles plateformes qui sont mises en place ou qui vont être mises en place sur la base d'intérêt aussi des gens pour recréer des liens et de sauter sur cette occasion-là pour maintenir à tout prix les liens, pas avec les gens qui nous font du mal, avec les gens qui nous font du bien. Puis, en profiter pour dire, ben, jusqu'à maintenant, j'avais un très bon ami, j'avais beaucoup de plaisir avec lui, mais on chicane à chaque fois qu'on se parle. Bien, temporairement, je lui demande qu'on cesse de se voir, puis on se retrouvera après cette crise-là. Je vais ajouter deux éléments. C'est une occasion de aussi réfléchir à notre équilibre de vie. Jusqu'à maintenant, on était pris dans la routine, on courait quasiment pour aller travailler. Moi, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui couraient pour aller à leur pratique de sport de combat après le travail. On ne se donnait pas des bonnes conditions finalement. Et là, c'est peut-être le temps de se demander c'est quoi l'équilibre que je veux donner à ma vie, autant sur ma santé physique que psychologique, que spirituelle. Un équilibre, c'est-à-dire une gestion du temps qui est un petit peu plus appropriée. Moi, je pense que le problème, le mal de notre époque, c'est le manque de temps. C'était le manque de temps qui nous permet d'être totalement là quand je suis à une place ou de faire des bons choix, ou de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Donc, l'équilibre, puis je vais terminer avec un aspect dont on parle rarement, c'est le temps qu'on donne aux autres, le bénévolat. Dans les recherches qu'on a faites sur le bonheur, on découvre que ce qu'on donne aux autres profite plus à nous qu'à l'autre. Et les activités de bénévolat, les moments où on se pose la question, qu'est-ce que l'autre a de besoin? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? C'est un moment de bonheur incroyable. On se sent utile, on se sent valorisé, puis on a l'impression d'apporter du bonheur à l'autre. Et son bonheur, ben, en le voyant sourire, il nous le rend aussi. Alors, toutes les activités qu'on se fait, quand on parlait de l'impuissance tantôt, cette impuissance-là à se demander qu'est-ce que je pourrais faire, n'importe quel geste de bénévolat, c'est un geste qui va vous apporter du bonheur, qui va vous permettre justement d'aller vers une redéfinition de ce qui est important pour vous et peut-être aussi un équilibre, un meilleur équilibre de vie. Puis bon, j'ai dit c'était le dernier, mais je reviens à cette idée-là d'intégrité. Pour moi, là, c'est vraiment un dilemme entre le conformisme et l'intégrité.
Puis, moi, je découvre que c'est tellement difficile d'être soi. Ça a tellement été difficile d'être soi. On a développé des personnages de nous-mêmes. On présentait notre image sociale, mais rendu à la maison, on est toute une autre personne. Et là, je pense que c'est comme un défi très, très grand de dire qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'aller dans le courant du conformisme pour éviter le jugement ou encore je choisis d'être moi? Et je vous jure que de choisir d'être soi, c'est une ex-psychologue qui vous dit ça, là, choisir d'être soi, c'est payant pour vous. Ça va vous libérer d'un poids, d'un personnage d'habits que vous portez qui sont tellement pas nécessaires. Mais on peut être intègre tout en étant poli, diplomatique, gentil, bienveillant. Moi, quand je rentre dans un commerce et que je ne vais pas porter de masque parce que je trouve ça nocif, je le fais avec un grand sourire. Puis en général, ça fonctionne. Pas tout le temps, mais quand je suis gentille, polie, je m'intéresse à l'autre, ben souvent, ça marche mieux que si j'étais bête puis que j'affirme mes droits devant une autre personne qui a peur du virus, par exemple. Ça ne marche pas, ça. C'est ma réponse à ta question. Est-ce que tu pourrais, attendez, je vais voir, dans l'idée de briser l'isolement, OK, c'est un commentaire, le Zoom d'équipe ou dojo pourrait être une idée afin de garder les liens interpersonnels qui sont, selon moi, très importants. C'est Martin qui fait ce commentaire. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, Martin, ou c'est juste satisfaisant pour toi, là? Ah non, ben, moi, je viens de sortir d'une conférence de 2 jours, justement, sur la santé mentale et l'impact qu'on voit actuellement sur la société. D'ailleurs, j'en ai glissé un mot à Moivelle. J'en ai parlé d'Adama, que je trouvais très important pour les gens, là, effectivement. Mais pour revenir au Zoom, je trouve que déjà, comme disait Mme Lucie Mandeville, elle dit, on est mis sous des. Excusez-moi, disons que je cherche les mots, là. On est tous individuellement pris avec justement la peur de quelque chose qui fait qu'on s'isole individuellement, si je peux me permettre. Et le problème qu'on se situe, c'est que là, ce qu'il faut justement, c'est ce qu'on rencontre, c'est qu'on a vraiment énormément d'augmentation de problèmes de santé mentale dus à cet isolement même. C'est incroyable. Moi, je le vis parce que je rencontre des gens à tous les jours pour question de santé mentale, mais donc là, je me dis, c'est est-ce qu'il y a un moyen, tout en enlevant cette peur aux gens, de garder une proximité? Et veut pas, on se rend compte que ce qu'on appelle les professeurs, les sensei, ont une grande influence généralement sur leurs membres, parce que ça reste quand même l'exemple dans le dojo, là. Donc, est-ce qu'on est capable de garder un lien d'attachement avec les gens, montrer qu'on est encore là pour eux, autant par les médias sociaux que juste des conférences de Zoom pour se voir, si on peut au moins pas se toucher? Je comprends, dans les bulles familiales, tout est une idée de réflexion à ce niveau-là, et c'est un peu ça que j'emmenais par cette phrase-là. Est-ce qu'on est capable d'augmenter, ne serait-ce pour dire, regardez, je suis encore là pour vous, malgré qu'on est en confinement depuis 1 an et certaines régions ne peuvent pas faire d'arts martiaux depuis plus d'1 an. Donc, il faut quand même garder soit un lien, faire des Zooms, ce que je trouvais intéressant, l'idée de garder, restez chez vous, mais faites-les avec vos enfants, amusez-vous, au moins pouvoir bouger, garder vos sports. C'est un peu plus dur au hockey, j'avoue, mais pour les arts martiaux, on a au moins cette faculté-là de pouvoir commencer à pouvoir pratiquer ensemble en famille. Donc, déjà là, c'est quelque chose, un point positif qu'on pourrait emmener chez les gens. Oui, c'est Merci. super intéressant, hein? Je ne sais pas si vous pouvez faire même des cours sur Zoom ou des pratiques sur Zoom à plusieurs. Comme on le fait, on est 4 ensemble, puis avec une vue un petit peu plus distante, de se voir bouger ensemble. L'autre chose, c'est que dans les mesures, il y a des permissions. Je n'aime pas ce terme-là parce que je ne me sens pas du tout être une personne qui respecte ces permissions-là, mais quand même la permission qu'un individu en visite un autre. Hein? C'est permis encore qu'une personne seule visite une autre personne. Alors, je me dis, c'est s'informer des mesures, puis prendre toutes les permissions qu'on a
pour continuer de faire notre sport avec d'autres. Et ce qui est important, je pense, Martin en parlait, c'est de garder le lien. Au club où je pratique, nous, on a une rencontre Zoom, peut-être aux 3 semaines, plus ou moins, là. Donc, où les gens sont libres d'être là ou de ne pas être là. Donc, c'est une rencontre, c'est pas une rencontre sportive, là, c'est une rencontre pour échanger, pour dire coucou, j'existe encore, voilà ce qui se passe, partager une anecdote, se rappeler des souvenirs, enfin, peu importe, là. Mais l'idée, c'est de garder le lien, même si on ne peut pas, sur le tapis de judo, aller faire du judo comme tel. Mais il y a un lien qui reste parce que il reste que, enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand les gens vont faire du sport, surtout dans une activité comme le judo, il y a la pratique du judo comme tel, mais il y a tout le lien social, il y a la force du groupe qui fait que moi, je me rappelle m'être surpris à dire, oh, est-ce que je vais au judo ce soir? Puis j'avais tous les arguments possibles pour rester à la maison. Puis finalement, ben, décider d'y aller quand même parce que je savais que j'allais rencontrer des gens que je ne vois pas nécessairement dans un autre contexte autre que le judo, mais qui sont importants pour moi. Puis bon, raisonner aussi en me disant, ben, tu vas être content quand tu vas être arrivé. Et pour toutes ces raisons-là, dont le lien social, effectivement, j'étais super content de ne pas m'être écouté dans toutes les raisons valables que j'avais pour ne pas y aller. Et je pense que garder ce lien social à travers les plateformes Zoom ou autres, à mon avis, c'est important actuellement. Je ne peux pas dire que c'est un moindre mal, c'est sûr que ça ne nous fait pas faire du judo, mais au moins, il y a une dimension qui vit à travers tout ça, là. Tout à fait. Le lien est important. Je ne sais pas si vous avez entendu les écoles primaires qui font les classes à l'extérieur, même en hiver. On peut s'inspirer. Oui, on voit les enfants dans les bancs de neige, tout habillés, et parce qu'ils peuvent aller dehors sans masque, bien en profitent. Alors, c'est sûr qu'il fait froid dehors, mais je me souviens d'un endroit dans le monde où j'étais. On faisait des cours d'arts martiaux à l'extérieur. Il y a des possibilités, il s'agit d'utiliser sa créativité. Moi, je ne me limite pas au virtuel, au Zoom, parce que de ce temps-ci, d'ailleurs, bon, comme je le disais, j'étais en Suède pendant presque 6 mois à zoomer, à faire des rencontres virtuelles. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le contact physique manque, la présence manque. Et depuis que je suis ici, je passe mon temps à aller voir les gens. J'ai vraiment besoin d'aller voir les gens, de les toucher, de mettre, je ne sais pas, c'est ça, qu'il y ait une présence dans nos rencontres. Alors, je pense qu'il faut regarder là où il y a la possibilité de le faire, puis en profiter pour passer à travers, pour pas que ce lien-là, ce tissu social soit complètement détruit. Parce que, comme on le dit, on ne sait pas comment ça va se terminer, ni combien de temps ça va prendre avant qu'on assiste à quelque chose de nouveau. J'aurais une dernière question ou remarque, parce qu'il est déjà 11h20, mine de rien. Ensuite, je laisserai Mohamed dire des choses ou commenter, parce qu'il a été silencieux. Normalement, c'est le technicien pendant le Zoom, mais en principe, à n'importe quel moment, il peut parler, là. Dans les sous-titres ou les sous-thèmes, il y avait la notion du pouvoir personnel. C'est sûr que depuis le début, on en parle, directement ou indirectement, mais est-ce que tu pourrais, je dirais peut-être en termes de synthèse ou en termes de conclusion, partager un peu finalement, oui, c'est bien beau le pouvoir personnel, mais bon, ça se développe pas en criant cacahuète, là. Et il y a toute la dimension, comme on disait tantôt, de la pression sociale, de la peur d'être rejeté ou de ne pas être accepté. Donc, peut-être en termes de synthèse ou en termes de conclusion, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus ou à nous rappeler, parce que peut-être que tout a déjà été dit. Bien, à vous rappeler, pas parce que c'était dit, parce que vous connaissez mieux que moi ce domaine-là du pouvoir personnel. Bien, dites-moi si je me trompe, mais la pratique d'un sport de combat, il n'est pas seulement sur le corps, le physique, mais il est sur le pouvoir de l'esprit. C'est vrai, hein? Exact, oui. Enfin, moi, je dis exact. Je laisse les autres me contredire, mais moi, je dis exact. Et il me semble, hein? Martin, c'est pas moi. Je vais mettre mon micro, vous allez mieux m'entendre. Mais
pour avoir fait du show quand même une bonne trentaine d'années facile, ce que je me rends compte, c'est qu'au début, on est très loin du mental. Ça vient avec facilement 10, 15 ans pour certains. Ça va changer tranquillement, mais au début, on veut se battre. Quelqu'un qui s'inscrit au judo ou n'importe quel art martial, sa première idée, c'est pas je veux changer socialement, c'est je veux me battre. Donc, après ça, quand on évolue dans le sport, c'est là qu'on se rend compte, ouais, j'aimerais ça justement pouvoir partager. Donc, déjà, l'idée ça commence à embarquer à ce niveau-là. Et plus qu'on monte naturellement, mais plus qu'on voit une interaction sociale de l'art martial sur sa société. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai aussi, c'est seulement une impression, mais je pense que j'ai raison que ce sport-là que vous faites, c'est pas comme, ben, c'est comme n'importe quel sport, mais peut-être un peu plus. Oui, ça rend en forme, c'est bon pour la souplesse, la forme, mais ça a un effet aussi sur l'estime de soi, me semble. Hein? Et c'est ce que ça prend, l'estime de soi, pour s'approprier de son pouvoir personnel. Alors, savez-vous ce que je pense? C'est que vous auriez beaucoup à nous apprendre sur comment un individu peut traverser cette période et reprendre en main son pouvoir personnel pour faire des choix, pour survivre à ça, puis pour s'affirmer à partir de vos connaissances. Mohamed, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, là? Mohamed, c'est un spécialiste du karaté, donc je ne voudrais pas qu'il se sente rejeté en disant, bon, il y avait une majorité de judokas, donc je n'ai pas pu rien dire. Donc, tu as un Non, pas du commentaire à tout. faire, là? En fait, j'appartiens à toute la famille des arts martiaux et surtout au judo, puisque je fais du judo niwaza. Et ça ressemble pas mal au jiu-jitsu brésilien. Donc, au contraire, j'ai beaucoup aimé l'esprit de la discussion qu'on a eue parce que c'était fluide et ça a beaucoup de sens et ça mène à la réflexion. Et je pense que c'est l'objectif. Aujourd'hui, on n'est pas là pour donner des instructions aux gens pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais pour leur dire qu'on a le droit de nouvelles pistes de solutions et que le sport, c'est une alternative. Et par coïncidence, Lucie est entourée aujourd'hui par des ceintures noires de différents styles et arts martiaux. Et effectivement, je pense que ton discours, ça nous responsabilise aujourd'hui parce qu'on a un rôle à jouer. Quand on porte une ceinture noire, il faut bien la porter. Ce n'est pas juste un bout de tissu autour de la ceinture. On est des leaders dans notre domaine. Il y a des gens qui nous écoutent. Et à partir du moment où on est une ceinture noire, on est automatiquement présent pour jouer un rôle et inspirer des gens. Les gens qui nous écoutent, c'est nos élèves parce qu'un sensei, c'est un instructeur au bout du compte. Et il y a des gens qui nous font confiance et qui nous posent des questions, qui ont peur. Et nous, principalement, l'essence même des arts martiaux, c'est pour se battre contre la peur. Mais aujourd'hui, devant toute cette peur contagieuse, on se retrouve comme dépourvu parce que notre instinct martial nous dit bah il faut faire face. On n'a pas peur de se battre. C'est tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et d'un autre côté, est-ce que on se dit est-ce qu'on est prêt à devenir des Robin Hood, des hors-la-loi? Et tu sais, il y a tellement de règles dans cette société et j'ai regardé également votre vidéo avec Dr Robert que vous avez faite ensemble et j'ai trouvé ça hilarant aussi le fait que travailler depuis plusieurs années comme psychologue et après, à cause des règles, on n'a pas le droit de s'afficher comme psychologue parce que les règles nous empêchent de s'identifier au métier qu'on a fait pendant plus que 20 ans. Et ces mêmes règles nous empêchent d'avoir une réflexion dans laquelle on a toujours cru que l'activité physique, c'est la meilleure médicamentation qu'on peut donner à tout le monde. On voit les bienfaits sur nos élèves à tous les jours, mais aujourd'hui, on ne peut pas en
parler parce que les gens vont penser que on est hors la loi, on est des marginaux et on ne veut pas leur bien. Donc, c'est à un certain moment, c'est cette ceinture noire tout au long de cet échange, c'est cette ceinture noire que je regardais virtuellement et je me disais, est-ce qu'on est prêt de la porter? Vraiment, pas virtuellement. Eh bien, c'est tout. Quelle conclusion! Moi, je suis en admiration en ce moment, j'en ai des frissons. Je trouve que c'est tellement bien dit. On parle du pouvoir personnel. Vous êtes des ceintures noires. Vous avez l'expertise pour dire ce que tu viens de dire, Mohamed, et pour enseigner ou pour influencer positivement les gens qui sont vos élèves. Je ne sais pas comment vous les appelez. Plus que, je sais que c'est pas drôle là, pour certains d'entendre ça, mais plus qu'un petit groupe de politiciens qui, en ce moment, ne considèrent pas la santé parce qu'ils ne la connaissent pas comme vous la connaissez. Alors oui, c'est une réflexion à avoir, puis je te dis, c'est merveilleux de finir comme ça. Merci beaucoup. Écoute, Mohamed, je pense que ça va être, c'est toi que je vais inviter la prochaine fois, là, si ça continue. Donc, merci beaucoup, Lucie. Écoute, ça a été un privilège pour moi puis pour nous tous que tu acceptes d'être là avec nous. Je tiens à rappeler que la rencontre de ce matin va être sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Adama. Et Lucie, puis là, c'est un gros merci à Lucie. Elle a dit qu'elle allait le partager également sur sa chaîne YouTube. Donc, Mohamed, je te laisse avec Lucie. Peut-être, je t'enverrai l'adresse email de Lucie pour que tu puisses communiquer avec elle pour avoir peut-être le lien pour la chaîne YouTube. Quant à moi, je n'ai rien d'autre à dire qu'un gros merci. Lucie, as-tu un dernier mot, même si tu as déjà dit ton dernier mot, parce qu'on va se quitter là-dessus, il est 11h30. Ben, merci à vous pour le bien que vous faites aux gens. Vous êtes plusieurs petites gouttes d'eau rassemblées et vous influencez les gens. Merci pour tout ce que vous faites. Ben, merci beaucoup. Puis bonne continuation à tous. Là. Puis merci d'être là, Lucie, aussi, pour tout ce que tu fais. Merci. Merci, Lucie. Merci, Lucie. Lucie, vous la retrouvez sur Facebook aussi, Lucie Mandeville. Là, si vous voulez écouter ses réflexions, là, elle en a plein d'intéressantes. Sur YouTube aussi, oui. Sur YouTube. Puis sur Facebook aussi, là, tu as une... Oui. Voilà. Merci, bonne continuation. Merci, ben oui. Merci.